Ah voilà, c'est bon, parfait. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Espoir et Dignité, donc l'émission des voix libres, Voix libres. Aujourd'hui, je reçois la professeure Raphaëlle Maison, qui est spécialiste du droit international, et avec elle, nous allons décrypter, analyser ensemble la nouvelle résolution de l'ONU concernant Gaza, ses objectifs officiels, ses zones d'ombre et l'idée qu'elle pourrait instaurer un véritable mandat étranger pour les Palestiniens, sur les Palestiniens. Professeur Maison, merci d'être parmi nous. Nous allons commencer par le contexte et les enjeux. Selon vous, est-ce que vous pourriez nous rappeler le contexte dans lequel cette résolution a été adoptée? Oui, merci beaucoup Rislaine et merci de me donner la parole. Merci à Espoir et Dignité. Alors le contexte, je crois que c'est vraiment très important de rappeler le contexte pour évaluer cette résolution, puisque c'est ce contexte qui va nous permettre d'évaluer sa licéité. Le contexte, c'est celui d'une occupation illicite du territoire palestinien qui a été précisément rappelée par la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024 et prolongée par l'Assemblée générale d'ailleurs. Et Israël devait se retirer de l'ensemble du territoire occupé. Ça inclut bien sûr Gaza pour le mois de septembre 2025. Donc illicéité de l'occupation. Premier point. Deuxième point, nous avons un génocide à Gaza. Nous avons un génocide et un génocide qui n'est pas terminé puisqu'il se prolonge. Certains parlent de génocide durable dans la phase actuelle, c'est-à-dire que le génocide continue par le moyen du siège, par le moyen des atteintes à la vie. J'ai vu hier qu'il y avait de 300 morts, peut-être plus de 300 morts depuis le début du prétendu cessez-le-feu le 10 octobre 2025. Et l'UNICEF nous a dit hier que 67 enfants ont été tués depuis le 10 octobre 2025, donc ça fait 2 enfants par jour. Donc est-ce que c'est un cessez-le-feu? C'est fort douteux. Et puis aussi le génocide continue par les tortures dont on sait maintenant qu'elles sont d'un niveau de violence absolument effarant et que les Israéliens agissent en toute liberté sur les personnes enlevées à Gaza et en Cisjordanie en leur infligeant des sévices absolument stupéfiants. Donc tout ceci permet de dire que le génocide continue et le siège continue, donc le génocide continue. Donc Israël, le contexte, c'est que Israël est responsable de violations de normes, ce qu'on appelle en droit international des normes impératives, ou jus cogens, droit impératif, donc interdiction du recours à la force, droit à l'autodétermination du peuple palestinien, apartheid pour la Cisjordanie, Jérusalem-Est et génocide pour Gaza. Donc tout ceci, ça devrait donner lieu à un régime de responsabilité pour crime d'État et tout ceci donne lieu à des obligations d'agir de la part des autres États. Hein. Alors ça a été posé par la Cour internationale de justice, à la fois dans l'avis de juillet 2024 et dans les ordonnances relatives au génocide. Tous les États ont des obligations d'agir. Bon, il n'y a pas beaucoup d'États qui ont agi et je Il y a dirais eu que les reconna- il y a eu Pardon. il y a eu les reconnaissances symboliques quelque part de l'État palestinien, par exemple par la France et par Oui, d'autres mais pays européens. justement, ça s'inscrit, si vous voulez, ces reconnaissances s'inscrivent dans un processus diplomatique visant, à mon avis, à effacer le droit international qui a été dit. Parce que l'un des premiers reculs, ça a été précisément la déclaration de New York de juillet 2025, qui a été adoptée sous l'égide de la France et de l'Arabie saoudite, qui soutient la création d'un État palestinien à venir, mais d'un État complètement diminué, puisque n'ayant aucun pouvoir de se défendre, ce doit être un État démilitarisé, où le peuple palestinien ne pourra pas s'exprimer parce que tout le monde ne pourra pas se présenter aux élections, et un État économiquement contraint. Donc ça, on avait déjà évoqué ce point dans un précédent interview. Donc ça, c'est une offensive diplomatique visant à effacer finalement le droit international qui a été dit. Et la deuxième étape de cette offensive diplomatique, c'est évidemment le plan Trump, annoncé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies le 29 septembre 2025 et qui a été accepté par un certain nombre d'États, pas tous bien sûr, lors de la conférence en Égypte de Sharm el-Sheikh qui était le 13 octobre 2025.
Alors, ce plan Trump envisageait un contrôle sur Gaza par le moyen d'une force internationale à laquelle participeraient des pays arabes, mais les pays arabes sollicités demandaient une validation de l'ONU pour se déployer. Et c'est bien ce qui a été fait là, c'est-à-dire C'est que ça. Donald Trump a été obligé de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir une sorte de validation de ce projet de Trump, Et d'où la résolution 2803. qu'en est-il alors de ce fameux Conseil de sécurité? Alors, moi, je voudrais rappeler encore un autre point de contexte Bien sûr, avant de répondre à bien votre sûr. question. C'est le contexte aussi qu'il faut rappeler, c'est que depuis le début du génocide à Gaza, le Conseil de sécurité a été globalement totalement inactif. Il a été bloqué. Il n'a pas pu réagir au génocide de Gaza en prenant les sanctions qui se seraient imposées contre Israël. Hein. À Euh, cause des euh, vétos, parce qu'il y a eu des vétos. Exactement, à cause des vétos opposés par les États-Unis. Hein, donc, le Conseil a été bloqué par l'activité des États-Unis, soutien majeur d'Israël. Et donc, on est quand même assez atterré de voir que finalement, le Conseil prend une résolution pour valider le projet des États-Unis, qui sont euh, au moins complices, voire peut-être co-auteurs du génocide. Donc là, si vous voulez, déjà, c'est complètement effarant. La résolution, on va y revenir bien sûr, la résolution, elle va jusqu'à faire sienne le plan Trump qui est annexé au texte de la résolution. Alors moi déjà, j'estimais que ce plan Trump était totalement illégal. Là, le Conseil le fait sien et annexe carrément le plan Trump à la résolution. Donc pour moi, cette résolution, c'est une résolution, on va venir sur les détails, hein, c'est une résolution qui est infamante pour les Nations Unies, pour ceux qui l'ont voté, pour ceux qui l'ont soutenu, notamment un certain nombre, sous la pression certes, mais un certain nombre de pays arabes, ainsi que le gouvernement de l'autorité palestinienne. Et c'est aussi, pour moi, une résolution contraire au droit international, ce que je vais essayer de vous montrer. Mais avant de répondre à votre question sur les pouvoirs du Conseil, je voudrais signaler un point qui devra être éclairci. Là, on n'a pas encore tous les éléments. Hein, mais cette résolution, elle a été adoptée en raison de pression, d'intimidation, de menaces faites sur le Conseil. Alors déjà, il y avait eu des menaces pour l'adoption du plan Trump, puisque les Palestiniens, on leur avait dit, soit vous acceptez cette formule de cessez-le-feu, soit vous serez tous Bon, morts, comme voilà. d'habitude, c'est Ouais, ce que dit c'est ça. Donald Trump, mais c'est extrêmement grave, parce qu'un accord conclu sous la contrainte n'a aucune validité en droit international. Ici, je vois des informations, moi, selon lesquelles la mission des États-Unis aux Nations Unies a fait des déclarations menaçantes, je cite, hein, ce que j'ai trouvé sur la chaîne Al Jazeera, de graves conséquences, des conséquences graves, tangibles et entièrement évitables pour les Palestiniens de Gaza si la résolution n'est pas adoptée. Hein, de graves conséquences pour les Palestiniens. Oui, donc des menaces. Le représentant des États-Unis aux Nations Unies a dit, semble-t-il, la veille, je n'ai pas retrouvé la déclaration exacte, mais plusieurs personnes y renvoient. Mike Waltz, donc, aurait dit la veille que si la résolution n'était pas adoptée, ce serait le retour à la guerre, et donc le retour, j'ajoute, et donc le retour au génocide. Donc c'est une résolution qui est adoptée sous la menace d'un retour au génocide, enfin, au bombardement massif. C'est quand même extraordinaire. Autre point, je signale que cette résolution, pour moi, elle est d'abord aussi, elle est adoptée sous une forme de contrainte, sous une forme de menace pesant sur les Palestiniens, et d'autre part, elle commence par une sorte de fausse information, hein, de mauvaise représentation de la situation, puisqu'elle nous dit au paragraphe 1 que le plan Trump, le plan d'ensemble, comme il l'appelle, le plan Trump, a été accepté par les partis. Mais c'est faux, puisque on sait très bien que les groupes palestiniens à Gaza n'ont pas accepté l'intégralité du plan Trump. Ils ont été très clairs. Donc ça, c'est une fausse représentation, ce qu'on a dans ce paragraphe 1. Les C'est un partis mensonge. n'ont pas accepté l'intégralité du plan Trump, et particulièrement les Palestiniens n'ont pas accepté l'intégralité du plan Trump. D'ailleurs, ils n'ont pas accepté de désarmer, ce qui figurait dans le plan Trump. Donc c'est tout à fait clair. Alors,
j'en viens à votre deuxième... mais ça, ce sont des choses très importantes, hein, la Bien sûr. manière dont la résolution a été adoptée, les pressions qui ont été exercées. C'est pas normal qu'une résolution soit adoptée sous cette intensité de pression, hein, et qu'elle valide, qu'elle annexe un plan qui a été adopté sous une forme de contrainte, hein. Ça, c'est déjà Oui, important à relever. d'autant que aussi, Trump ne reconnaît pas, le mandat, donc de la CPI concernant Israël aussi. Donc il y a aussi un manque de reconnaissance là-dessus. Donc on voit qu'il utilise quelque part l'ONU, le Conseil en tous les cas de sécurité, comme il le voudrait. Oui, c'est-à-dire que là, vous avez un contexte de pression qui est vraiment inadmissible, et sur cette résolution en particulier, des menaces contre la population de Gaza pour faire adopter la résolution, hein, ainsi que de toute une série, j'imagine, de manœuvres corruptives, de promesses faites. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais par contre, la menace explicite contre les Palestiniens, ça permet quand même de signaler que l'adoption n'est pas conforme à la charte, tout de même, Et, et, me et donc, semble-t-il. Alors, je reviens un voilà, instant sur ce qu'est le Conseil de de sécurité, parce qu'on sécurité, m'a demandé, absolument. est-ce que c'est le Conseil de sécurité qui peut dire le droit? Alors moi, je voudrais rappeler que le Conseil de sécurité, dans la charte, ce n'est pas l'organe qui dit le droit. Ce n'est pas un organe judiciaire, ce n'est pas le Conseil de sécurité qui a le pouvoir de dire le droit. Ici, face à cette résolution, on a des positions claires de la Cour internationale de justice, qui n'est pas la CPI. La Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire principal des Nations unies, et c'est elle qui dit le droit. Et c'est la première fois, finalement, à ma connaissance, hein, en tout cas, c'est extrêmement rare, disons, pour être absolument sûr, qu'on ait une résolution qui vienne contredire le droit qui a été dit l'année précédente, si vous voulez. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et ça peut évidemment nous servir pour montrer que la résolution est illicite. Que peut faire le Conseil de sécurité? Ce n'est pas le Conseil de sécurité qui dit le droit dans la charte, hein. Le Conseil de sécurité, c'est un organe qui a la responsabilité principale du maintien de la paix, c'est l'article 24, et ses pouvoirs sont exercés sur la base du chapitre 7 de la charte. C'est-à-dire qu'il peut prendre un certain nombre de mesures spécifiques dans des situations de crise grave, menace pour la paix, rupture de la paix, acte d'agression. Mais il doit le faire dans le respect, nous dit l'article 24, paragraphe 2 de la charte, dans le respect des principes des Nations unies. Il ne peut pas tout faire. Le Conseil de sécurité ne peut pas violer les normes impératives, si vous voulez, hein. Donc on a un Conseil qui, et la jurisprudence l'a déjà dit, ne peut pas tout faire, hein. Et donc là, ce qu'il a fait, à mon avis, ne pouvait pas le faire, car Oui, il viole des c'est ça la normes question. impératives. Je voulais vous poser une question. Est-ce que d'un point de vue juridique, une telle résolution est compatible avec le droit international? Non, je Clairement. vais y revenir, je vais vous expliquer pourquoi et quelles conséquences on peut en tirer, bien sûr, hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici, le Conseil de sécurité? Eh bien, d'abord, il n'a pas pris de sanctions, évidemment, contre les auteurs du génocide, ce qu'on attend depuis 2 ans. Et au contraire, il construit l'impunité d'Israël par cette résolution. Il met en cause les victimes du génocide, puisque le peuple palestinien, puisque celui-ci doit être désarmé, n'est-ce pas? Alors que le droit à l'autodétermination inclut le droit à la résistance en cas d'occupation illicite, en cas d'occupation et en cas de génocide encore plus. Et le Conseil s'assied en quelque sorte sur le principe d'autodétermination du peuple palestinien, qui relève aussi d'un droit impératif. Alors, je signale pour vos auditeurs que si on regarde la qualification de la situation, parce que pour prendre une résolution obligatoire, le Conseil de sécurité doit qualifier une situation relevant du chapitre 7. Donc il doit y avoir une menace contre la paix, une rupture de la paix, un acte d'agression. Alors en général, quand le Conseil de sécurité a pris des résolutions dans des situations génocidaires, je pense au cas du Rwanda, hein, il a quand même insisté sur le fait que les populations étaient en danger pour justifier un certain nombre de décisions, hein. Or, ici, vous n'avez aucune référence dans l'introduction à la condition des Palestiniens de Gaza, hein. Ce qui caractérise la menace contre la paix, je cite, c'est la situation dans la bande de Gaza menace la paix régionale et la sécurité des États voisins. Il n'est absolument pas question du génocide ou des graves menaces pesant sur le peuple palestinien. C'est déjà extrêmement révélateur, hein. C'est-à-dire que c'est une résolution prise en situation génocidaire qui ne parle pas de génocide et qui ne se base pas sur la situation absolument tragique, puisque
au moins 70 000 morts, mais vous avez des estimations à 200, voire 400 000 morts. Hein, donc ça, on ne peut pas prendre une résolution dans ce type de contexte sans évoquer la condition des Palestiniens. Hein. Mais le Conseil de sécurité, il dit quoi par rapport à ça? Alors, il ne dit rien, mais juste c'est pour revenir sur les précédents, si vous voulez. Je prends un précédent, par exemple, le Conseil de sécurité en situation génocidaire pendant le génocide des Tutsis au Rwanda avait autorisé une force à intervenir. C'était la force turquoise qui était très, très contestée dans la résolution 929 de 1994. Mais dans cette résolution, quel est le mandat donné à cette force française en réalité? Eh bien, le mandat, c'est de protéger les civils en danger. Alors, ce n'est pas forcément ce qui a été fait, on est d'accord, mais le mandat explicite, c'était ça. Or là, on n'est pas du tout face à ce type de mandat. Hein. Alors, venons-en justement à ce que fait précisément cette résolution, si vous voulez bien, Rislaine, à moins que vous n'ayez d'autres questions immédiatement. Non, vous allez en absolument. avoir, je suis persuadée que vous allez en avoir après. Donc ici, que fait le Conseil pour cette résolution? Donc, il autorise le déploiement d'une force à Gaza, ce qu'on appelle la force internationale de stabilisation, que moi j'appellerais une force d'occupation. Hein, parce que voilà, autant employer les mots qu'il faut, mais c'est pas les mots employés évidemment. Ça Est-ce qu'on pourrait dire que internationale. est-ce qu'on pourrait dire que c'est un mandat qui nous fait penser au mandat qui a été imposé en Palestine au XXe siècle? J'y reviendrai après si vous voulez bien, parce que cette question, je pense qu'on peut l'aborder un petit peu plus tard quand on aura fait le tour de la résolution. Et effectivement, je reviendrai à cette question. Donc d'abord, il faut noter pour vos auditeurs que cette force, ce n'est pas une opération de maintien de la paix, évidemment. Ce ne sont pas des casques bleus que l'on cherche à déployer hein, pour stabiliser, pour protéger les civils. Hein. Ce n'est pas une force de type maintien de la paix, ce ne sont pas des casques bleus. Hein. Ce n'est pas une opération de maintien de la paix, parce que ce qu'on voit au point 7 de la résolution, vos auditeurs pourront aller la lire, bien sûr, elle est très lisible. Au point 7 de la résolution, on voit que la première raison pour laquelle on veut déployer une force, c'est désarmer les groupes palestiniens. Hein. Désarmer les groupes palestiniens, donc ce qui va exiger l'emploi de la force, c'est-à-dire que ça va être une force de type belligérante. Hein. Donc ce sera une force de type belligérante, composée, nous dit-on, de contingents d'États qui vont y participer, donc des soldats de certains États qui acceptent de participer à cette force. Et ces États qui acceptent de participer à cette force doivent être acceptés par le Conseil de paix. J'y reviendrai. Le Conseil de paix, ce n'est pas le Conseil de sécurité, c'est le Conseil Trump qui est établi, qui est soutenu par la résolution également. J'y reviendrai dans un instant. Donc c'est la mainmise de Gaza par Trump, en fait. Ces États qui vont participer à la force travailleront, une force belligérante donc potentiellement, travailleront, nous dit-on, en coopération étroite avec Israël. C'est dans la résolution, ce qui peut nous permettre de dire qu'il s'agit d'une force d'occupation, puisque Israël est occupant. Ces États devront travailler avec Israël sous la responsabilité du Conseil Trump. Donc, c'est une force d'occupation contre le peuple palestinien. Je ne vois pas comment on peut conclure différemment. Pourquoi cette force? Pourquoi déployer cette force? Eh bien, pour assurer, c'est le deuxième élément de la résolution important, pour assurer le gouvernement de l'intégralité de Gaza par un conseil de paix, que j'appellerais un conseil d'occupation plutôt, hein, le conseil Trump. Et ça, c'est un conseil qui est soutenu par le Conseil de sécurité des Nations Unies au point 2 et 4 de la résolution. Et on sait déjà, puisque c'est dans le plan Trump qui est annexé à la résolution, on sait déjà que ce conseil sera présidé par Donald Trump. Probablement qu'on y trouvera Tony Blair, le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, qui veut faire des affaires depuis fort longtemps à Gaza. Et il s'agit donc d'instaurer un gouvernement provisoire de Gaza pour, nous dit-on, reconstruire, relever économiquement Gaza. Donc, en fait, c'est le programme de la Riviera, si vous voulez. Exactement, on en vient. Le Conseil de paix, je dirais, le Conseil d'occupation, nous dit la résolution, aura une personnalité juridique. Ça veut dire que ça lui permettra de passer des accords, des traités, des accords sur l'investissement à Gaza, des accords sur l'exploitation des ressources naturelles de Gaza, notamment maritimes. Hein. Donc tout ceci va pouvoir se déployer puisque
c'est possible pendant 2 ans, jusqu'en septembre 2027. Et évidemment, on attend beaucoup de profit de cette activité de destruction, de reconstruction, de contrats sur les De ressources contrat, de naturelles. business, du business. Donc, si vous voulez, c'est Jared Kushner, Blair, Donald Trump, avec le soutien, nous dit-on, au point 6 de la Banque mondiale, qui est une institution également dominée par les États-Unis. Donc, voilà la logique, avec l'exclusion totale des Palestiniens, puisqu'on nous dit, au point 2, que peut-être que si, alors c'est que l'autorité palestinienne déjà, mais peut-être que si l'autorité palestinienne se réforme de manière satisfaisante, eh bien, je cite, parce que ça c'est quand même grandiose, je cite le point 2, les conditions seront alors peut-être réunies pour que s'ouvre un chemin crédible vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien. Peut-être que les conditions seront réunies pour que s'ouvre un chemin crédible. Donc, vous voyez, il n'est pas du tout question de créer De un État l'autodétermination. palestinien rapidement. Et il Ouais. n'est pas du tout question non plus que ce gouvernement de Gaza soit très provisoire. Hein. Et on nous dit comment est-ce qu'on accéderait à un État palestinien? Eh bien, méthode classique, hein, les États-Unis instaureront un dialogue entre Israël et les Palestiniens pour qu'ils conviennent d'un horizon politique au service d'une coexistence pacifique et prospère. Donc on revient à la formule de la négociation entre peuple occupé et génocidé et puissance occupante et génocidaire maintenant, hein, sous l'égide de Donald Trump, co-auteur des États-Unis, co-auteur du génocide. Donc, si vous voulez, c'est complètement effarant. Hein. Alors, la Est-ce logique que je peux, je de peux, la je peux, je peux, résolution. je Oui, peux vous pardon, poser des allez-y. questions ou- Oui. Juste, j'avais une question. Quelles sont les conséquences alors donc de cette résolution sur les populations palestiniennes actuellement? Alors, moi, bah, je vais y venir si vous voulez, parce que je pense qu'on peut faire un bilan une fois que j'aurai tout expliqué. Pour bien comprendre, là, j'ai pas encore évoqué les éléments humanitaires qui sont D'accord. très importants. Donc, je vais conclure un petit peu après sur votre question. Mais pour résumer, l'idée de la résolution, la logique de la résolution, c'est il faut désarmer pour pouvoir occuper en collaboration avec Israël et construire la Riviera, passer des contrats, exploiter les ressources naturelles. Et le Conseil donne un blanc-seing à ce projet jusqu'en décembre 2027, c'est-à-dire 2 ans. Donc, c'est une violation majeure du droit du peuple palestinien, c'est une violation majeure de normes impératives. Moi, j'estime que les contrats qui seraient conclus par ce conseil d'occupation, les accords qui seraient conclus doivent être considérés comme illicites parce qu'ils violent une norme impérative de jus cogens. Or, en droit international, des traités ne peuvent pas être contraires à une norme de jus cogens, et ici, je pense qu'ils le seraient. Le génocide maintenant, la condition des Palestiniens, votre question. Est-ce qu'il est question de génocide dans cette résolution? Pas mentionné, pas de responsabilité d'Israël, évidemment, pas de réparation exigée. Hein. Est-ce que la résolution permet de prolonger le génocide? Moi, je pense que oui, parce qu'elle permet le maintien du siège et elle permet l'occupation par les auteurs et co-auteurs du génocide. Donc, vous avez certes un point 3 pour être quand même vraiment précis. Vous avez un point 3 dans la résolution qui nous dit qu'il importe d'assurer une reprise complète de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Bon, ça, c'est une bonne chose. Mais ceci, nous dit-on, au point 3, en concertation avec le Conseil de paix. Hein, donc, c'est en concertation avec Donald Trump et donc en collaboration avec Israël. Hein, donc, en fait, rien ne change, si vous voulez. Hein. L'aide humanitaire doit reprendre, mais en concertation avec Donald Trump, qui collabore avec Israël. Hein. Le point 4 de la résolution précise aussi que ce conseil d'occupation, présidé par Donald Trump, coordonne, c'est le point 4, il a aussi pour pouvoir de coordonner l'acheminement de l'aide humanitaire et les services publics à Gaza. Hein, donc c'est Trump qui va décider de qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui peut accéder, à quoi peuvent les Palestiniens peuvent accéder, alors qu'on sait que toutes les capacités destructives, toutes les capacités productives de Gaza ont été détruites, tout a été détruit et que donc les Palestiniens sont complètement dépendants de l'aide humanitaire, tout le monde le sait, et qui sont en situation de famine qui se prolonge. Et là, on nous dit, bah, finalement, ça sera en concertation, l'aide humanitaire. Ce n'est plus un droit, ça c'est conditionné par l'acceptation du conseil d'occupation.
qui va avoir le pouvoir de gérer cette aide humanitaire. Donc, si vous voulez, c'est vraiment absolument effarant. Donc, j'estime pour ma part que, comme le Conseil d'occupation travaille avec Israël, on peut tout à fait être dans une situation où les Palestiniens continuent de souffrir du siège, du génocide et du défaut de délivrance de l'aide humanitaire. Donc, moi, j'en viens à votre question sur le mandat. Oui. J'ai entendu beaucoup de personnes Oui. dire qu'il s'agissait d'un nouveau mandat. C'est ça, c'est exactement. Alors, J'allais moi, je vous trouve relancer que là-dessus. en fait, c'est un peu même pire que le mandat, si vous voulez. Le mandat, c'est le système de la Société des Nations qui confiait aux États vainqueurs de la Première Guerre mondiale l'administration de certains territoires qui auparavant étaient administrés par les États vaincus. Bon. Alors, au Proche-Orient, on connaît bien les mandats, puisqu'il y en a eu évidemment sur la Palestine, Liban, Irak. Bon. Alors, moi, je dirais que c'est pire qu'un mandat, je dirais, d'un point de vue théorique. Je ne dis pas que les mandats, c'était bien. Mais les mandats confiés par la SDN à des États, les États devaient administrer dans l'intérêt des populations. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait, évidemment. Et le mandat sur la Palestine était spécifique puisqu'il incluait la déclaration Balfour, ce qui a posé évidemment d'énormes problèmes. Mais sur le principe, en théorie, comme le droit des peuples commençait à être reconnu, on faisait valoir que les puissances mandataires devaient administrer dans l'intérêt des populations vers l'autodétermination. Là, il n'est pas question d'intérêt de la population locale quasiment. Elle est totalement absente de la résolution. Donc je dirais que c'est théoriquement pire que le mandat. Alors c'est pire que le mandat aussi parce que le pouvoir est donné à un homme, Trump, à un homme et ses camarades, enfin plutôt ses amis, c'est-à-dire ses amis familiaux, son gendre, ses amis Tony Blair. Donc on est face à un pouvoir donné à, je dirais, une élite, je suis désolée de le dire, mais une élite mafieuse qui va faire des profits à Gaza. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que le pouvoir est donné non pas aux États-Unis, mais à Donald Trump et son groupe. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est en présence d'un impérialisme totalement décomplexé et avec là le Conseil de sécurité qui valide finalement un projet de type mafieux tout de même. C'est quand même incroyable. Et là, on en vient, en quoi c'est illicite et en quoi c'est mafieux. Vous voyez ce que je veux dire? En quoi? C'est mafieux parce que vous avez évidemment des déclarations de Jared Kushner qu'il a déjà fait. On sait que Tony Blair met sur pied une fondation qui cherche à faire des profits à Gaza. Donc, si vous voulez, Trump, Jared Kushner, c'est le gendre de Trump. Donc, vous donnez le pouvoir à ces gens-là, à des individus qui cherchent. Enfin, le premier intérêt de Trump, c'est de faire du profit, on le sait bien. Mais là, c'est même pas masqué, si vous voulez. C'est donc un impérialisme totalement décomplexé et individualisé sur des personnes. C'est donc tout à fait stupéfiant. Moi, je n'ai jamais vu ça dans une résolution du Conseil de sécurité. Et je dirais aussi que cette résolution, elle soutient, pour administrer Gaza, elle soutient les auteurs et co-auteurs du génocide, puisque les États-Unis, comme je l'ai déjà indiqué, à mes yeux, sont complices, au moins complices ou co-auteurs du génocide, et qu'ils vont agir ici en collaboration étroite avec Israël. Et d'ailleurs, le Conseil d'occupation aura aussi, les pouvoirs sont très larges, puisque dans le point 4, on nous dit que le Conseil pourra exercer toute tâche jugée nécessaire à la bonne exécution du plan. Donc il a les pleins pouvoirs. Alors, pourquoi c'est illicite? Pour répondre à votre question, Rislaine, c'est illicite parce que c'est totalement contraire au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, qui est une norme impérative. C'est une nouvelle forme d'occupation. Or, il est clair que l'occupation du territoire palestinien est illicite. Et c'est aussi une possibilité de poursuivre le génocide et de n'engager aucune responsabilité pour le génocide. Ça construit l'impunité d'Israël. Et à mon avis, ça participe du génocide. Donc, c'est une résolution qui est contraire à des normes fondamentales de droit international qui ont été rappelées par la Cour internationale de justice il y a 1 an. Et donc, c'est tout à fait clair. Donc, c'est une résolution, à mon avis, qui est illicite. Le Conseil de sécurité n'a pas le droit de confier l'occupation de Gaza à Trump en collaboration avec Israël pour gérer ce qui relève de la souveraineté de la Palestine
et ce qui appartient aux Palestiniens. Sans les Palestiniens, c'est quand même absolument effarant. Donc moi, je pense que j'ai vu beaucoup de résolutions des Nations Unies. Il y en a qui ne sont pas très convaincantes. Vous voyez, j'ai cité la résolution 929, mais aussi les résolutions qui ont été prises après la deuxième intervention des États-Unis en Irak, qui ont en quelque sorte finalement validé cette intervention qui n'était pas autorisée par le Conseil de sécurité. Ce sont des résolutions problématiques. On a l'habitude de voir des résolutions problématiques du Conseil de sécurité. Mais là, elle est vraiment particulièrement problématique, notamment parce qu'elle intervient en plein génocide et après que la Cour internationale de justice se soit prononcée sur le droit applicable. Donc moi, je pense que, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire par cette résolution? On est Oui, tous atterrés. comment la contester, Alors, cette résolution? juridiquement, les voies de droit sont difficiles. Mais moi, je voudrais insister sur plusieurs points. Je crois que nous, enfin, juristes, les Palestiniens, puisque apparemment, la plupart, moi j'ai vu que cette résolution a été condamnée par l'ensemble des forces palestiniennes, sauf le Fatah de Mahmoud Abbas et des ONG palestiniennes. Donc, elle ne satisfait absolument pas les Palestiniens. Donc, c'est ça qu'il nous faut garantir, c'est que les Palestiniens voient leurs droits respectés. Ils estiment que leurs droits, ils ont raison, ne sont pas respectés par cette résolution. Donc, moi, je pense qu'il faut dénoncer l'illicéité de cette résolution. Quel impact ça peut avoir? Premièrement, ça peut avoir un impact sur ceux qui envisageraient de participer à la force d'occupation. La force d'occupation, la force internationale de stabilisation, si vous voulez. Les Palestiniens ont déjà mis en garde. Ils ont dit, écoutez, pour nous, c'est une force d'occupation. Donc nous, on souhaite toujours pas désarmer, et si vous venez occuper, vous serez considérés comme occupants. Alors, si vous voulez, personne dans la résolution, ça c'est ça sur quoi il faut insister, aucun État n'est obligé de participer à cette force. La résolution nous dit, autorise les États membres à participer à cette force, mais personne n'est obligé par le Conseil de sécurité à participer à cette force. C'est pas du tout une obligation internationale de participer à cette force. Donc il faut vraiment affirmer que cette occupation serait illégale pour que les États qui envisageraient de participer à cette force se rendent bien compte, d'abord qu'ils ne sont pas obligés d'y participer et que leur participation constituerait un acte illicite. Deuxième impact qui pourrait résulter de l'exposé de l'illicéité de cette résolution, du fait que cette résolution est illicite, c'est l'illicéité du Conseil d'occupation, cet organe d'administration. Donc les contrats, les accords qu'il devrait pouvoir passer doivent être considérés comme illicites. Et les entreprises qui y participent doivent être boycottées. Donc c'est pour ça que c'est important d'insister sur l'illicéité, parce que ça pourrait aussi convaincre que d'abord de ne pas installer cette occupation qui conditionne l'activité du Conseil d'occupation, du Conseil de paix. Donc ne pas installer cette occupation. Et ensuite, si jamais cette occupation se produit, contester tous les actes adoptés par le Conseil d'occupation, comme contraire au jus cogens, au droit fondamental à l'autodétermination. Vous ne pouvez pas passer des contrats sur les ressources naturelles de Gaza. Ce sont les ressources du peuple palestinien. Ces contrats ne sont pas valides. Vous ne pouvez pas investir à Gaza et reconstruire selon l'esprit Trump à Gaza. C'est aux Palestiniens de reconstruire Gaza. Donc tous ces accords doivent être considérés comme nuls et les entreprises qui y participeraient doivent être boycottées. Vous voyez, ça participe du mouvement de boycott. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on a une résolution qu'on ne peut pas boycotter ces entreprises puisque les contrats seraient illicites. Alors je signale aussi que les États ne sont pas obligés de participer à cette force et personne n'est obligé de coopérer avec ce Conseil de paix. C'est clairement dit au point 9 de la résolution, puisque le Conseil de sécurité demande aux États membres et aux organisations de collaborer avec le Conseil de paix. Il ne fait que demander. Il n'oblige pas. Donc ça, c'est un point qu'il faut bien comprendre. Les États sont autorisés à intervenir, mais ils ne sont pas obligés. C'est le point 7. Et les États et les entreprises les États et les organisations internationales, on leur demande de coopérer avec le Conseil de paix, mais ils ne sont pas obligés. Le vocabulaire du Conseil est très clair. Il n'y a pas d'obligation, ni pour participer à la force, ni pour collaborer avec le Conseil de paix. Donc, il faut vraiment insister sur l'illicéité pour convaincre de ne pas participer à ce système
et le Conseil n'a pas rendu cette participation obligatoire. Le Conseil de sécurité n'a pas rendu cette participation obligatoire. Insistons sur ce point. Je crois aussi qu'il y a quelque chose qui serait important à faire pour vous, les journalistes, pour les militants, c'est enquêter sur les pressions qui ont été exercées au Conseil de sécurité. Là, on n'a pas toutes les informations, parce qu'un accord conclu sous la contrainte ou une résolution, ça, on n'a pas encore de précédent, mais je pense qu'on peut faire valoir qu'une résolution conclue sous la contrainte est nulle. Par-delà le contenu de la résolution, qui à mon avis est illicite, le mode d'adoption pourrait être considéré comme illicite, puisque, comme je l'ai dit en introduction, hein, il y a eu des pressions, des intimidations, des menaces génocidaires sur le peuple de Gaza. Ça, c'est totalement inadmissible. La résolution annexe un plan qui a été adopté sous la contrainte, donc un accord qui, à mon avis, est nul, puisque on a exercé une contrainte sur les groupes armés palestiniens pour qu'ils acceptent une partie de l'accord. Ils n'en ont accepté d'ailleurs qu'une partie, comme je l'ai dit en introduction. Donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important, mais il faudrait qu'on ait plus d'informations sur ce qui s'est passé. C'est pas évident parce que ça doit venir de l'intérieur. Mais le Conseil de sécurité ne peut pas adopter une résolution sous la menace de la reprise d'un génocide. En fait, quelque part, c'était la peste ou le choléra. C'était Ouais. où on retrouvait les bombardements massifs, donc toutes ces menaces, ou ce fameux plan Trump. Oui, c'est comme ça que ça a été présenté, c'est-à-dire précisément, comme vous le dites, par les États-Unis, semble-t-il, on présentait ça de la manière suivante, c'est-à-dire soit on reprend les bombardements massifs et on ne met plus aucune restriction sur Israël, soit vous acceptez le plan. Mais il y a d'autres solutions. L'autre solution, c'est d'exiger le retrait d'Israël. Israël doit se retirer. La Cour internationale de justice l'a dit. Tous les États doivent mettre en œuvre, prendre des mesures pour imposer ce retrait. C'est ça et le Conseil de sécurité aurait dû agir pour imposer ce retrait et mettre un terme à l'offensive génocidaire. C'est ça qu'il aurait dû faire. Et là, il est présent. Et c'est vrai qu'on lui soumet une alternative. Soit vous acceptez cette occupation, qui va permettre de prolonger un génocide à bas niveau, hein, soit le génocide reprend dans sa forme la plus brutale, parce que le génocide continue de toute façon, mais il reprend dans sa forme la plus brutale. Moi, j'ai jamais vu le Conseil de sécurité accepter ce genre de chantage. C'est quand même, ça témoigne. On nous dit souvent que les États-Unis sont un empire en déclin, mais ça témoigne quand même de la puissance qui perdure de cet empire et de l'importance de ses vassaux. Mais alors on peut se demander aussi si les méthodes Trump ne jouent pas un rôle important ici, des méthodes d'intimidation, de menaces, évidemment combinées avec celles d'Israël. Donc on a l'impression d'être face à une espèce de comment dire, on a l'impression que les États sont dans une sorte de piège. Et c'est vraiment très effrayant que l'Algérie ait pu accepter de voter cette résolution. C'est quand même stupéfiant. Que la Russie n'ait pas opposé son veto alors qu'elle avait, elle avait proposé un texte différent qui était tout à fait convaincant. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis ont dit ne regardez pas ce texte alternatif, car si vous le regardez et que vous n'adoptez pas notre proposition, eh bien les Palestiniens subiront les conséquences. C'est totalement inadmissible et illégal. Eh bien, professeur Raphaël Maison, en tous les cas, je vous remercie infiniment. Avant de conclure donc notre entretien, est-ce que vous avez encore d'autres éléments que vous voulez transmettre ou pour vous, vous avez vraiment été, voilà, vous avez pu dire tout ce que vous souhaitez nous Moi, je crois transmettre que pour j'ai les pu dire auditeurs? tout ce que je souhaitais. Évidemment, c'est un sujet énorme. On pourrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse, bien entendu. Mais Et je ce crois que ce sera qu'il faut comprendre, c'est que oui, le génocide n'est pas terminé non. et que cette résolution ne garantit pas du tout que le génocide se termine. Et elle construit une occupation de nature mafieuse qui est absolument inadmissible. Elle doit être contestée. Il faut rappeler aux États qu'ils n'ont pas l'obligation de participer à cette force et qu'ils n'ont pas l'obligation de collaborer, ni les organisations internationales, avec ce conseil d'occupation. Et juste un dernier mot, est-ce que selon vous, quelles sont les priorités pour garantir un avenir juste et digne aux Palestiniens, selon vous?
C'est exiger le retrait d'Israël, Vous l'avez dit. exiger la fin du siège et ensuite exiger des réparations, des poursuites pénales. Le génocide de Gaza ne sera pas oublié, des poursuites pénales contre les auteurs de ce génocide et la réparation pour tous les dommages causés qui doit peser sur Israël. Comme l'a dit la Cour dans l'avis du 19 juillet 2024, Israël doit réparer tous les dommages causés par l'occupation illicite. Israël doit réparer aussi les dommages énormes causés par le génocide de Gaza. Eh bien, merci à vous pour votre expertise. Merci à nos téléspectateurs. On se retrouve bientôt pour une émission. J'ai pris en compte vos questions, Oui, mais je les ai oui, réintégrées. exactement. Vous avez Pour répondu à pouvoir toutes les questions que je dérouler vous ce ai qui doit être posées. expliqué avant de pouvoir répondre. Mais de toute façon, on était sur la même ligne.